Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à l'auditorium de l'Institut national d'histoire de l'art. Je suis très heureux de vous accueillir ici, dans cette salle virtuelle, mais nous sommes bien présents physiquement, Galerie Colbert. Heureux de vous accueillir spécialement les journalistes. Heureux d'accueillir aussi le château de Fontainebleau et sa nouvelle présidente, Marie-Christine Labourdette, à qui je passerai la parole tout de suite. Heureux d'accueillir le représentant du ministère de la Culture, Vincent Droguet, qui représente ici à la fois la ministre de la Culture, Roselyne Bachelot, et Anne-Solène Roland, la directrice des musées de France. Le festival, cette année, a une nouvelle présidente du comité scientifique, Laurence Bertrand d'Orléac, professeure à Sciences Po, commissaire d'exposition, de nombreuses expositions, et auteur également de très nombreux livres extrêmement importants pour l'histoire de l'art du XXe siècle et même au-delà. Je veux remercier la présence historique des acteurs qui accompagnent le Festival d'histoire de l'art, les éditeurs du Salon du Livre, qui sont réunis par Monel Ayo, et tous les organisateurs de l'Université de Printemps, qui est organisée en collaboration avec le ministère de l'Éducation nationale, de la jeunesse et du sport. Je suis heureux de remercier toutes ces personnes et de les accueillir à l'occasion de cette édition du Festival de l'histoire de l'art un peu spéciale, puisqu'elle reprend l'édition que nous avons dû reporter en juin dernier, en juin 2020, juste avant que cette édition 2020 ne soit officiellement lancée. Et c'est aussi pour moi l'occasion de remercier tous les participants, en particulier les participants japonais, qui ont accepté de reporter leur participation. Il était très important pour nous que ce festival de l'histoire de l'art puisse se tenir, et nous espérons qu'il se tiendra le plus possible dans une proximité physique au château de Fontainebleau et pas seulement en ligne, parce que nous vivons une période dans laquelle nous pouvons mesurer tous les jours à quel point la culture, l'art, l'histoire de l'art, celle du patrimoine, sont des éléments essentiels de notre vie et des éléments qui simplement nous manquent. Et le festival est une occasion de les retrouver de façon extrêmement concrète, d'autant plus que c'est la 10e édition du festival, dont l'INHA élabore la programmation scientifique avec un double objectif sur lequel je voudrais insister et qui correspond aux missions de l'INHA de façon générale. En faire un événement exceptionnel par son ambition à la fois scientifique et pédagogique, en s'adressant autant aux spécialistes qu'à toutes les sortes de publics, ceux qui, a priori, ne connaissent rien à l'histoire de l'art, ou presque rien, ceux qui d'ailleurs ne savent pas ce que ce terme recouvre et qui passent par là, que ce soit sur les sites internet ou que ce soit en visitant le château ou les jardins du château, nous le vérifions chaque année, et ceux qui, au contraire, sont les membres de la communauté des historiens de l'art et du patrimoine, dont vous, la partie d'entre vous qui êtes des journalistes spécialisés sur ces domaines culturels, faites partie de manière extrêmement importante. Il s'agit, dans le cadre de ce Festival de l'histoire de l'art, en partenariat avec le château de Fontainebleau, de rassembler pendant 3 jours un large public pour faire partager et faire rayonner cette discipline qui ne doit pas être réservée à quelques-uns, mais qui a véritablement une utilité pour l'ensemble de nos concitoyens. On le voit bien, nous vivons dans un pays dans lequel le patrimoine est extrêmement présent. Savoir s'en servir, savoir l'utiliser, c'est aussi être libre, c'est aussi être un citoyen autonome, et c'est ce qui est très important et qui a donné l'idée de ce festival il y a maintenant donc plus de 10 ans, de ce festival qui est devenu, enfin qui était déjà, mais qui est devenu toujours plus un rendez-vous unique au monde, il faut vraiment le souligner, qui est souvent désiré d'ailleurs par d'autres historiens de l'art de par le monde. Chaque année, nous avons un pays invité et chaque année, les représentants de ce pays nous disent qu'ils souhaitent pouvoir faire une version du Festival de l'histoire de l'art dans leur propre pays, mais il est assez rare qu'ils aient à disposition un lieu tel que le château de Fontainebleau, donc c'est parfois un petit peu difficile.
un festival qui réunit des historiens de l'art, qu'ils viennent de l'université, des musées, de tous les professionnels du monde de l'art et de l'histoire de l'art, des historiens, des artistes. Nous tenons extrêmement, de façon très importante à la présence des artistes, des critiques, des éditeurs, des spécialistes venus d'autres disciplines, de toute génération. Chacun doit pouvoir s'adresser aussi bien à tous les publics qu'à ce public de spécialistes. C'est là notre ambition, dans le cadre d'un festival qui est ouvert à tous et à toutes et qui est gratuit. C'est aussi un élément auquel nous tenons de façon extrêmement forte. Nous avons voulu cette année faire une édition qui soit véritablement ambitieuse parce que, je le disais tout à l'heure, nous manquons de culture et nous manquons d'art, nous manquons aussi d'histoire de l'art. Et donc il ne s'agissait pas de renier sur l'ambition. Nous avons réduit de manière significative le nombre de manifestations pour qu'elles puissent se produire de façon simultanée, tout simplement parce que cette année, le pays invité, c'est le Japon, le thème, c'est le plaisir, et nous sacrifierons ni l'un ni l'autre, mais que nos amis japonais, vous pouvez l'imaginer, ont du mal à prévoir des voyages en France pendant cette période. Un certain nombre d'entre eux ne le feront pas de toute façon, et donc nous avons dû mettre en place des événements hybrides en partenariat avec un certain nombre de structures au Japon qui vont contraindre les créneaux de diffusion dans les salles du château de Fontainebleau ou de l'ensemble de la ville de Fontainebleau et qui vont permettre quand même d'écouter des tables rondes, des conférences, des événements de tout type en duplex et en présence physique. On verra bien comment, dans quelle situation nous nous trouvons à ce moment-là pour savoir comment exactement gérer les flux de visiteurs. Mais soyez assurés dès maintenant que nous mettrons tout en œuvre pour protéger la santé de l'ensemble des publics qui seront présents, de l'ensemble des intervenantes et des intervenants qui participeront au Festival de l'Histoire de l'Art, sans enlever, autant que faire se peut, le caractère festif de cet événement. Avant de passer la parole à Vincent Droguet du service des musées de France, je voudrais souligner à quel point le festival correspond bien aux missions de l'INHA, en particulier celle qui consiste à diffuser l'histoire de l'art au bénéfice de l'ensemble de la société. Je l'ai dit tout à l'heure et je ne vais pas le répéter maintenant. Nous menons de nombreuses actions dans ce sens. Nos événements scientifiques sont diffusés tous en ligne sur la chaîne YouTube de l'INHA. Nous avons des séminaires, des colloques, des journées d'études. Nous travaillons main dans la main avec le ministère de la Culture et le ministère de l'Éducation nationale dans le cadre de l'éducation artistique et culturelle pour aider les enseignants d'histoire des arts dans l'ensemble du système scolaire. C'est un élément extrêmement important de nos activités. Le festival est le moyen le plus important qui nous permet d'assurer cette activité de diffusion de l'histoire de l'art au service de tous les historiens de l'art français et internationaux et pour le bien d'une communauté très large. Nous le faisons de façon importante depuis le début du Festival de l'Histoire de l'Art. Nous avons pu travailler dans le passé avec Marie-Christine Labourdette quand elle était chef de service des musées de France au ministère de la Culture et nous l'avons et c'est une raison particulière pour me réjouir de ce qu'elle nous accompagnera aujourd'hui dans une collaboration directe avec le château de Fontainebleau. Nous l'avons fait avec Vincent Droguet quand il était au château de Fontainebleau et maintenant il représente le ministère de la Culture. C'est aussi une occasion de nous réjouir et d'être sûr de l'efficacité de ce que nous faisons grâce à cela. Et je lui passe tout de suite la parole. Merci Vincent. Merci Monsieur le Directeur. Je suis très, très heureux de me trouver ce matin aux côtés de Marie-Christine Labourdette, nouvelle présidente de l'établissement public du château de Fontainebleau, et d'Éric de Chassey, le directeur de l'INHA, pour annoncer avec eux la 10e édition du Festival de l'Histoire de l'Art. Ce Festival d'Histoire de l'Art, c'est, comme l'a dit Éric de Chassey, une manifestation unique en son genre
et qui a su trouver en 10 années d'existence, même si c'est là en l'occurrence 10 années et plus une en quelque sorte, son ancrage dans un lieu exceptionnel qui est le château de Fontainebleau et sa pertinence précisément dans sa forme festive, dans sa forme festivalière. Une pertinence qui permet de présenter à un public qu'on a vu de plus en plus large arriver à ce festival, un panorama aussi varié que possible de cette discipline qui est parfois considérée comme un peu mystérieuse et un peu marginale, qu'est l'histoire de l'art. La sensibilisation du public à la création artistique, mais aussi à l'histoire de cette création qui permet bien sûr de mieux la comprendre et donc de mieux l'apprécier, constitue une priorité du ministère de la Culture, quelles que soient les circonstances, et même quand les forces contraires semblent dicter leurs lois, comme il semble que ce soit le cas depuis déjà un certain nombre de mois. De ce point de vue, le Festival d'Histoire de l'Art s'est affirmé véritablement dans la scène nationale, et on pourrait même dire internationale, comme un temps fort de l'année culturelle. Le public des professionnels ou des amateurs y est invité à rencontrer l'excellence et l'actualité de la recherche à travers des tables rondes, des conférences, mais aussi à travers des visites, des expositions, des propositions à caractère culturel de toutes sortes. Une place toute particulière y est bien sûr réservée aux étudiants, dont on sait à quel point ils ont été malmenés cette année, et malmenés, le terme est peut-être encore un peu faible, à travers les rencontres étudiantes, qui sont l'occasion pour eux de présenter leurs recherches et aussi, ça c'est très important, de rencontrer des professionnels de l'université et des musées en dehors du cadre institutionnel habituel dans lequel nous évoluons habituellement. En symbiose totale avec le festival, et évidemment Éric de Chassey l'a rappelé, depuis le début de son existence, l'Université de Printemps offre aux enseignants un temps de formation véritablement privilégié qui rappelle combien l'éducation artistique et culturelle constitue, elle aussi, une priorité essentielle pour les ministères de la Culture et de l'Éducation nationale qui organisent ensemble cette université de printemps. Et puis je voudrais signaler cette année l'apparition des rencontres professionnelles sous forme d'ateliers de formation dédiés aux professionnels de l'art et du patrimoine qui ont été organisés en lien avec la Direction générale du patrimoine et de l'architecture et particulièrement en lien avec le service des musées de France, ce dont je me réjouis naturellement. Dès son arrivée au ministère de la Culture, au mois de juillet 2020, Roselyne Bachelot a fait de l'attention au festival et aux manifestations à forme festivalière, pour utiliser une périphrase qui a cours en ce moment, un axe prioritaire de l'action de son ministère. Et elle a initié des états généraux des festivals qui ont eu un premier acte cet été et qui devraient avoir un deuxième acte lors de ce printemps. Dans ce contexte, le Festival d'Histoire de l'Art de Fontainebleau s'inscrit évidemment avec toute son identité tellement riche et tellement spécifique, celle d'être un événement culturel de très haut niveau, convoquant ou plutôt conviant, le terme sera plus juste, ensemble des artistes, des universitaires, des professionnels des musées, des étudiants, dans un lieu qui est un lieu baigné de culture et un lieu qui a été et qui est toujours générateur de culture, qui est le château de Fontainebleau. Et tout cela sous une forme animée, joyeuse, festive. Et c'est véritablement la marque de ce festival d'histoire de l'art. C'est une forme dynamique pour se retrouver autour de l'histoire de l'art, et c'est probablement sous cette forme festive que nous en avons le plus besoin en ce moment. Et je passe la parole à la présidente du château de Fontainebleau, à Marie-Christine Labourdette. Merci, monsieur le directeur. Mesdames, Messieurs, merci beaucoup. Je suis évidemment ravie de prendre la parole après mes amis Éric de Chassey et Vincent Droguet sur un festival que je connais bien pour l'avoir suivi comme directrice des musées de France pendant plus de 10 ans et donc de retrouver aussi une équipe formidable. Je voudrais à cet égard saluer de la part de Éric et de Vincent, je le sais, Jean-François Hébert, qui a été mon prédécesseur à la tête du château de Fontainebleau et qui a porté haut et fort le Festival d'Histoire de l'Art pendant tous ses mandats. Et il en avait fait aussi une des marques de fabrique du château, montrant par là que Fontainebleau est un foyer artistique vivant,
à la fois dans le passé et aussi dans le présent et dans le futur, et que donc effectivement le festival servait aussi de trace et de marqueur de cette identité artistique extrêmement forte. Évidemment, je m'inscrirai et je m'inscris dès à présent dans cette continuité. Et je voudrais vraiment saluer Jean-François Hébert qui, en plus, devenu directeur général des patrimoines et de l'architecture, conservera sa bienveillance, ne n'en doutons pas, vis-à-vis de cette manifestation importante. Donc c'est le château de Fontainebleau et le co-organisateur avec l'INHA de ce festival depuis l'origine, à la fois évidemment parce que comme foyer artistique, il était apparu comme presque évident, à la frontière finalement de Paris et des régions françaises, à la frontière aussi de toutes les époques de l'histoire de l'art, et à la frontière aussi de tous les mouvements artistiques, puisque ça a été un foyer évidemment non seulement de grande architecture, mais aussi de grande peinture, de grande musique, et que finalement le foyer artistique global eh bien, peut avoir aussi pour nom Fontainebleau. Donc ces caractéristiques du festival qui ont été très bien rappelées par Vincent et par Éric sont celles d'un triple finalement d'une triple identité, celle à la fois de l'éducation artistique et culturelle, mais aussi de cette capacité d'instruire par le plaisir, d'instruire par la découverte, par la joie. Et effectivement, ces 3 jours sont des 3 jours de fête. D'être aussi un outil de médiation pour que l'ensemble du public, aussi bien des personnes les plus professionnelles en matière d'histoire de l'art jusqu'aux visiteurs qui l'ignorent, puissent découvrir que finalement l'histoire de l'art est pour eux, elle est à eux, et qu'il faut absolument qu'ils sachent s'en emparer. Et enfin, évidemment, un outil de valorisation exceptionnel, de valorisation de l'ensemble des richesses patrimoniales et artistiques de notre pays, et que la forme festivalière, comme l'a très bien rappelé Vincent, est aussi un élément tout à fait fondamental de la culture française, et qu'elle peut s'adresser aussi, cette forme festivalière, à l'histoire de l'art. Donc je ne serai pas plus longue, je voudrais remercier, je le ferai un peu plus longuement tout à l'heure, l'ensemble des partenaires qui nous permettent de continuer cette magnifique manifestation. Le premier d'entre eux, et avant toute chose, c'est le ministère de la Culture, et je voudrais remercier Madame Roselyne Bachelot qui nous fait part de son appui et de son soutien, la Direction générale des patrimoines, son directeur général Jean-François Hébert, la directrice du service des musées de France, Anne-Solène Roland, et l'ensemble des partenaires. Remercier mon ami Éric de Chassey, que je suis ravie de retrouver dans cette magnifique aventure, et dire que nous vous attendons à Fontainebleau. On l'a précisé, dans les meilleures conditions sanitaires. Nous y veillerons évidemment, mais il est important aussi de parfois pouvoir se voir, échanger. La situation sanitaire actuelle nous obligera, et c'est une bonne chose aussi, à faire des progrès en matière de diffusion à l'extérieur du festival, puisqu'il faudra que nous puissions mettre nos amis japonais en contact avec nous et pouvoir échanger avec des systèmes que nous espérons être le plus efficaces possible pour mener des débats passionnants autour du Japon et du plaisir. Et comme on disait sous la Régence, que la fête commence. Je passe la parole à la directrice du scientifique du festival. Merci Madame la Présidente. Nous nous réjouissons à la perspective de continuer à travailler avec les équipes et intensifier encore la collaboration avec le château de Fontainebleau. Alors, comme c'est dit, l'édition 2021 se veut vraiment festive parce qu'on en a tellement besoin. Il est important de donner la place à la culture et aux arts. Donc le thème qui a été choisi, le thème du plaisir, vient très à propos et on est très honoré d'accueillir le Japon comme pays invité. Avant d'introduire les orientations majeures de cette programmation et ces temps forts, je vous invite à regarder le teaser qu'on a développé pour montrer le festival.
Alors, avec ces 170 conférences, tables rondes, débats et projections de cinéma, la programmation scientifique du festival se veut riche et dense, comme un vrai festival se doit. Nous avons tout fait pour que la combinaison des présentations en présentiel et en hybride n'enlèveront rien de l'ambiance de fête qu'on veut donner à ce festival. Les conférences et tables rondes qui seront données aussi par nos collègues au Japon, parce qu'ils ne pourront pas faire le voyage, ils se feront en direct pour que le public puisse aussi poser des questions à la fin. Ils seront, en ce qui concerne les intervenants japonais, en japonais, mais avec une traduction simultanée offerte. Le Salon du Livre se tiendra, comme chaque année, espérons-le, avec ses 100 éditeurs au festival, sous le commissariat de Madame Monet-Layot. L'Université de Printemps nous joignera avec les enseignants de l'éducation nationale. Mais il y a des nouveautés. Le festival réserve une place importante à des installations contemporaines. Le pavillon de thé dessiné par Kengo Kuma, le grand architecte japonais, flottera dans la chapelle haute du château. On verra une installation de l'artiste britannique conceptuel Victor Bergen, qui, dans le cadre d'un cycle spécial dont parlera mon collègue Florian Métral. Et on aura aussi une installation, projection vidéo du cinéaste Toshio Matsumoto. Le festival, comme jamais a été le cas, accueillera plus d'une trentaine d'artistes qui prendront la parole. Donc c'est vraiment exceptionnel. Parmi les temps forts, c'est par une suite d'événements exceptionnels que s'ouvrira le festival, une cérémonie de thé dans la tradition d'hospitalité, le rituel d'hospitalité japonaise. La conférence inaugurale sera donnée par Annette Messager, une des plus grandes artistes françaises d'aujourd'hui, et celle de Gérard Garouste, qui est l'invité d'honneur de l'Université de Printemps. Si tout va bien, le festival se clora avec la masterclass du cinéaste Kiyoshi Kurosawa, un des très grands cinéastes, si les circonstances lui permettent de se déplacer en France. Un autre très grand événement sera l'exposition dédiée à la collection japonaise au château de Fontainebleau, Art et diplomatie, qui ouvrira ses portes le 4 juin et qui sera visible pour le public jusqu'aux Journées du patrimoine le 17 septembre, sous le commissariat de Estelle Boer, professeur à l'INALCO, et M. Vincent Droguet, ancien directeur des collections de Fontainebleau. Donc c'est la première fois que le festival est dédié à un pays non occidental. Et il nous a semblé important de donner un aperçu de l'incroyable créativité qui marque l'histoire passée et présente des arts visuels au Japon, de l'architecture ancienne aux créations architecturales récentes, de la fabrication d'objets traditionnels au design contemporain, des arts du papier, dont les mangas, il y aura beaucoup de questions de mangas, ou encore les arts du paysage et le cinéma. L'accueil d'un nombre de séances par des institutions au Japon, dont M. de Chassey a déjà parlé, et leur diffusion sur grand écran au château de Fontainebleau, permettra de préserver le dialogue entre collègues chercheurs, conservateurs, artistes, créateurs japonais et ceux qui seront sur place, qui se trouvent en France. Car le dialogue, c'est le grand principe de ce festival sur lequel nous avons construit la programmation. En cela, nous avons été guidés et soutenus par notre comité scientifique, mais aussi par l'ambassade du Japon ici à Paris. Nous les remercions vraiment chaleureusement, ainsi que la fondation Ishibashi et la fondation du Japon, plus aussi des mécènes privés. Merci pour votre soutien.
Le thème du plaisir que le festival va évoquer sous plusieurs formes et comme je l'avais dit précédemment, vraiment à propos, on parlera du plaisir de voir, de toucher, de sentir, de goûter, d'écouter, donc les plaisirs qui relèvent des 5 sens. Mais on parlera aussi des plaisirs du jeu. Des collectionneurs parleront de leur plaisir de collectionner. On aura l'honneur d'accueillir par exemple Laurent Dumas. Et des artistes qui vont parler de leur plaisir d'écrire. On aura avec nous Jean-Jacques Lebel parmi plein d'autres. Jeanne Balibar, grande invitée d'honneur, nous parlera du plaisir de jouer. Parmi ces événements, il y en a une quarantaine, donc je ne vais pas vous les citer, mais personnellement, je tiens beaucoup à une rencontre qu'on intitulera Le Grand Banquet, qui rassemblera historiens de l'art de toutes les époques et un artiste autour des plaisirs de la table. Il y aura beaucoup de présentations autour des liens entre art visuel et musique. Évidemment, le XVIIIe siècle français sera discuté beaucoup. Mais nous aborderons aussi des thèmes un peu plus noirs, si j'ose dire. Par exemple, avec, bon, peut-être, j'aurais pas dire noir, le plaisir érotique sera là à travers des lectures d'œuvres précises, mais il y aura un côté plus noir lorsqu'on va parler du cadre genré, avec une table ronde sur le plaisir masculin-féminin. Plaisir féminin, regard masculin. Voilà. Alors, donc, dans les enjeux, vraiment les 2 grands enjeux de cette année seront notre souhait d'ouvrir cette manifestation davantage au grand public en multipliant les portes d'entrée. Par exemple, en s'intéressant au jardin japonais, on pourra écouter des conférences exposant leur histoire, leur lien avec le rituel d'été, avec l'architecture. Mais en même temps, on reviendra sur le goût des collectionneurs, les premiers collectionneurs de bonsaï ici en Europe, au moment qu'ils ont découvert au moment de l'exposition universelle à Vienne en 1873. Et puis on pourra aller admirer quelques spécimens de bonsaï dans une des galeries semi-plein air, au château de Fontainebleau. Donc on créera des passerelles, donc on verra des choses et puis on peut écouter et voir comment les historiens de l'art pratiquent leurs analyses et on peut poser des questions. Pareillement, donc il y aura un parcours créé autour de l'architecture, parce qu'évidemment l'architecture est un des grands arts pour lesquels les créateurs japonais, les architectes sont très connus, donc l'architecture sera là. Et puis, une autre porte d'entrée, évidemment, c'est la représentation du nu féminin, pour lequel le château de Fontainebleau offre des exemples extraordinaires. Et donc, on aura des conférences autour de ça, et puis il y aura, espérons-le, des visites pour que le public puisse aller vraiment voir. Il y aura par exemple une conférence sur les salles de bain au château construit par François Ier, qu'on ne pourra plus visiter malheureusement, mais on verra dans la conférence même des projections des dessins. Alors, je vais, avant de vous montrer la pastille, d'un court entretien de l'artiste Hélène Delprat. Je tiens à remercier les partenaires fidèles du festival, donc ceux qui sont là chaque année. Et puis, je voudrais souhaiter la bienvenue à des nouvelles organisations qui ont accepté de présenter une carte blanche au château. On a le plaisir d'accueillir Aware, l'association dédiée aux femmes artistes, l'École nationale des beaux-arts, l'Université d'Art 3, le département d'histoire de l'art de Nanterre, la Villa Kojama et la Villa Médicis. Donc eux, ils présenteront des conférences ou débats à notre invitation. Je suis aussi heureuse d'annoncer que le festival, si tout va bien de nouveau, sera déjà présenté sous forme de conférence un peu avant. Normalement, mi-mai,
Les musées de Dijon accueilleront quelques conférences. Le Louvre accueillera une conférence également juste avant le festival. Et puis la Fondation Lambert, qui est déjà un partenaire fidèle, accueillera quelques conférences. Voilà, donc je me perds un peu dans mes papiers. Donc on va regarder la pastille de Hélène Delprat qui nous fait l'honneur artiste qui fait l'honneur d'intervenir dans le volet plaisir. Bonjour, alors je suis Hélène Delprat. J'ai toujours un peu de mal à me définir, mais c'est tellement simple, je crois que je suis tout simplement artiste. Mais quand je dis artiste, c'est plutôt aussi peintre, et quand je dis peintre, c'est plutôt peintre à ramification, parce qu'il y a énormément de choses qui m'intéressent. Je vais donc participer au Festival de l'Histoire de l'Art avec grand plaisir d'ailleurs. Il y aura une rencontre, un dialogue avec Paula Eisenberg sur une espèce de titre, qui était le titre de ma dernière exposition, qui s'appelait « Je déteste mes peintures ». Alors, je déteste mes peintures. Donc c'est un peu la détestation. Est-ce que la détestation fait partie du plaisir? Je dirais peut-être que oui. Et il y a deux choses. Il y a le plaisir de faire, le plaisir de peindre, le plaisir d'agir, et la non-satisfaction, évidemment, en tant que spectateur, à regarder ce qui s'est passé. Et pour moi, en fait, le plaisir, tout d'abord, c'est fait de plein de contradictions, de scintillements, de grésillements, d'opposition. Je veux dire, une mer calme, finalement, ne peut pas apporter de plaisir s'il n'y a pas des creux, des chocs, des rencontres inattendues, des exaspérations. Voilà, je pense que le plaisir, c'est tout simplement toute la matière la plus vivante. Et en ce qui me concerne, le plaisir, c'est mon travail. J'ai déjà participé au Festival d'Histoire de l'Art, donc je sais un peu comment ça se passe. Quand j'y suis allée, à chaque fois, je trouve que c'est vraiment quelque chose d'extrêmement vivant. Il y a des conférences partout, on peut rentrer tranquillement, je veux dire, c'est extrêmement accueillant, j'ai ce souvenir-là. Et je pense que pour toute personne, que ce soit les artistes, les spécialistes ou les gens qui se promènent et qui ne sont pas forcément des spécialistes non plus, c'est vraiment une expérience très enrichissante. Voilà, donc à bientôt au Festival d'Histoire de l'Art. Je passe maintenant la parole à Florian Métral qui va nous présenter le volet cinéma dédié au thème du plaisir d'abord. Merci beaucoup et bonjour à tous. Et je suis très heureux de vous présenter cette section cinéma donc, qui existe depuis les débuts du festival et qui a été aussi l'un des moteurs de son intérêt. Le plaisir au cinéma, c'est avant tout celui des spectateurs et on en mesure ô combien l'importance en ce moment, mais c'est aussi celui des réalisateurs et des artistes derrière la caméra et devant celui des acteurs et des objets artistiques. Et c'est à partir de cette idée qu'a été pensée la programmation de la section cinéma de cette édition 2021 du festival, idée notamment incarnée par Jeanne Balibar, actrice, comédienne et réalisatrice qui a généreusement répondu à notre invitation, comme il a été dit plus tôt. Du plaisir du jeu, du plaisir de jouer, du plaisir des sens et de la séduction, du plaisir esthétique ou encore du plaisir expérimental, on retrouvera une quinzaine de longs métrages projetés parmi lesquels Le plaisir de Ophuls, Sérénade à 3 de Lubitsch, Le voyeur de Powell ou encore La grande bouffe de Ferreri, avec cette idée qui est au cœur de la programmation de la section cinéma d'offrir un panorama du muet jusqu'au cinéma contemporain entre grands classiques et films un peu plus inédits à destination de tous les publics. On retrouvera également des conférences de spécialistes qui ont pour but d'apporter un éclairage sur des thématiques aussi cruciales aujourd'hui que la place des femmes cinéastes. Les films d'artistes seront également au rendez-vous. On retrouvera notamment une rétrospective de l'œuvre de l'artiste Pierre Reimer, tout comme la télévision au travers d'une carte blanche à l'INA qui sera consacrée au réalisateur iconoclaste Jean-Christophe Averty. Parmi les moments forts, j'en citerai deux principalement, la projection de Purity, film muet de 1916 qui a été récemment redécouvert, restauré et doté d'une bande-son musicale spécialement composée par l'occasion, qui est le fruit d'un partenariat entre le Festival de l'Histoire de l'Art, le CNC
et l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Autre moment fort, le mini-cycle cinéma, antiquité et archéologie dont parlait précédemment Verle Tillmans, qui notamment réunira des chercheurs autour de l'artiste britannique Victor Bergin. Enfin, je terminerai par le dispositif de la jeune équipe d'un groupe de lycéens et d'étudiants bénévoles inscrits en option cinéma ou en parcours cinéma au lycée et à l'université, que je remercie chaleureusement pour le travail qu'ils ont déjà accompli et qu'ils vont accomplir, et qui a notamment pour but d'assurer la présentation de la quasi-intégralité des séances, afin de rappeler que le plaisir au cinéma, évidemment, c'est aussi le plaisir de transmettre qu'incarne cette jeune équipe. Et je vous remercie, et je repasse tout de suite la parole à Verle Tillmans. Merci Florian. Alors, je vous présente très brièvement la programmation Japon. Parler de l'histoire des arts au Japon nous oblige forcément de quitter nos catégories traditionnelles qu'on utilise pour étudier l'histoire de l'art occidental et de prêter vraiment attention à une culture matérielle autre, extrêmement raffinée, parfois pas facile à comprendre aussi, parce que très liée à un bagage littéraire qu'on ne connaît pas. Donc on va essayer, à travers une soixantaine en fait, d'événements, de vous présenter cette culture de la période de Jomon jusqu'à aujourd'hui, avec des accents forts, comme je vous avais dit, l'architecture, mais on parlera beaucoup de l'histoire du paysage, on parlera des arts de la formation des collections, ce rapport un peu hésitant entre le Japon et les autres pays asiatiques et aussi évidemment l'Occident. On parlera de la circulation des œuvres, la formation de collections, aussi ici en France, avec plusieurs conservateurs qui vont présenter ces collections. Il y aura des conférences sur les bandes dessinées manga, mais on parlera aussi des mouvements contestataires des années 60-70, et on regardera les arts contemporains, aussi Fukushima sera là, avec un impact assez fort sur la production artistique. Donc cette programmation s'est faite vraiment en dialogue très étroit avec nos collègues japonais, et je tiens à remercier en particulier professeur Atsushi Miura de l'Université de Tokyo, aussi président de l'Association des historiens de l'art japonais, qui est un des grands passeurs entre les historiens de l'art français et le Japon. Donc, comme Eric a déjà mentionné, il y a des séances qui vont s'organiser au Japon, la maison franco-japonaise à Tokyo, la Villa Koyama et aussi l'université Seika à Kyoto, où auront lieu les débats et qu'on verra en simultané à Fontainebleau. Alors, je voudrais quand même parler de l'exposition très brièvement. Donc, l'exposition de la collection de Fontainebleau qui ouvre un moment un peu oublié de l'histoire diplomatique, mais aussi des échanges culturels entre la France et le Japon avant le japonisme. Quelque part, on parle toujours de 67, l'exposition universelle, et sera le début, mais non, il y avait donc déjà un lien. C'est ce qu'on a découvert en regardant, à l'invitation du château de Fontainebleau, en regardant de près avec une équipe de chercheurs japonais aussi, les objets qui étaient là et dont on avait oublié la provenance, et
c'était extraordinaire de voir comment, à la découverte d'un inventaire au Japon, on a pu constater vraiment que tous ces objets étaient offerts par l'avant-dernier shogun au gouvernement français. Donc ce sera une exposition avec une trentaine d'objets qui permettra donc de mieux esquisser ce trajectoire des ambassades japonaises. Il y aura voilà, aussi ce qu'on appelle des coulisses, une façon d'approcher l'art japonais à travers des exemples. Estelle Boer elle-même, elle va nous montrer comment en fait on déploie un rouleau et comment on le lit, quel est le sens de la lecture. Elle parlera aussi de comment un paravent, ça s'approche d'une certaine façon, pas frontal, etc. Donc et puis la programmation culturelle du château va ajouter des ateliers aussi autour de la production de manga. Et puis je laisse Madame Labourdette en parler. Je voudrais aussi signaler le nombre d'artistes japonais qui seront avec nous à Fontainebleau. Et ça, c'est assez extraordinaire de voir combien il y en a qui ont choisi Paris ou la France comme leur lieu d'où ils créent, évidemment, avec beaucoup de va-et-vient. Donc on aura parmi nous les céramistes Yoshimi Futamura, Chiako Katsumata, Kiyoshi Mami, donc céramiste. On aura les artistes Tadashi Kawamata, Aki Kuroda, Kiyoshi Kurosawa, cinéaste, si il peut venir, Takesada Matsutani, Setsuko Nagasawa, la photographe Yuku Onodera, l'architecte Tsuchi Tane et l'écrivain, le grand écrivain Itonari Tsuchi. Là, je vous invite maintenant à écouter Michael Luken, qui interviendra comme un des plus grands japonologues que connaît la France aujourd'hui dans le volet Japon. Bonjour. En tant qu'historien de l'art du Japon, je propose, comme dans mon dernier livre, Le Japon grec, ce que j'appelle une histoire du commun. Mais pour qu'il y ait du commun, il faut des points de contact, donc des frottements et des conflits. C'est pour ça que tout mon travail tourne autour des rapports d'imitation, de démarcation, de résistance, de rejet, mais aussi d'appropriation et de possession. En vérité, c'est le Japon qui m'a imposé ce regard. Parce que tous les tableaux, sculptures, photographies que j'ai rencontrés me perturbaient. Partout, je ressentais une tension entre ce que je percevais avec mes références et ce que mes amis et collègues japonais y voyaient de leur côté. Si bien que j'en suis venu, et c'est peut-être une expérience que vous avez faite, à avoir ce sentiment d'être dans un palais des glaces, où l'ensemble des formes se reflètent sous un jour déformé sans qu'on sache où est le vrai, où est le faux, où est la surface et où est le fond. Faire de l'histoire de l'art au sein de ce palais des glaces, c'est un peu comme jouer au Mikado. Vous voyez, chaque œuvre est comme une baguette colorée qu'on essaie d'extraire de tout un ensemble, de tout un champ de force. D'une certaine manière, c'est ce que j'espère que collectivement nous parviendrons à faire dans le cadre du prochain festival de Fontainebleau, à savoir montrer la diversité, la variété, l'exubérance de l'art japonais, mais pas sous une forme lisse. Et je suis très heureux qu'il y ait par exemple des tables rondes sur les mouvements contestataires dans les années 60 ou sur les tensions dans le monde de l'art contemporain. Un dernier mot pour conclure. La crise actuelle nous oblige à en passer pour beaucoup par la vidéoconférence. C'est évidemment une contrainte. Ça nous rappelle aussi qu'il n'y a de véritable libération que dans la contrainte. J'espère que face à la pesanteur d'un monde de plus en plus ossifié par la technique, la parole trouvera à se libérer encore plus que d'ordinaire. En tout cas, tel est le vœu que je formule pour cette édition 2021 du Festival de Fontainebleau. Donc, je passe de nouveau la parole à Florian. Merci. Comme pour le plaisir, la programmation de la section cinéma consacrée au Japon entend donner à voir au travers d'une quinzaine de projections la remarquable richesse et diversité de la production cinématographique japonaise, dont on sait qu'elle est particulièrement appréciée en France, entre films historiques,
fantastiques, drames sociaux, cinéma d'animation et documentaire, ou encore films d'avant-garde et installations vidéo d'artistes. On retrouvera des œuvres célébrées depuis longtemps et inscrites au patrimoine cinématographique japonais, telles que Ghost de Tokyo de Ozu, 5 femmes autour d'Utamaro de Mizoguchi, ou encore Ran de Akira Kurosawa. Comme un clin d'œil au thème annuel du festival, l'Empire des Sens de Oshima, monument du plaisir érotique, figure également parmi les films projetés dans un tout autre esprit. On retrouvera dans le cadre de la programmation du vendredi, spécialement élaborée en direction des publics scolaires, le premier long métrage d'animation de Miyazaki, Le Château de Cagliostro, ou encore Kids Return de Takeshi Kitano. Le cinéma japonais actuel, questionnant notamment les mutations profondes de la société, sera mis à l'honneur à travers certaines des figures montantes telles que Tomita ou encore Léo Sato, dont le dernier long métrage de Kamagasaki Cauldron War, sorti en 2018, fait l'objet de la carte blanche proposée au festival Kinotayo, un de nos nombreux partenaires, avec le CNC qui proposera quant à lui une projection inédite de films datant des tout débuts du cinéma japonais, ou encore la Villa Kujoyama de Kyoto, avec la projection de 3 films réalisés par des artistes lauréats de l'institution. Une autre carte blanche au Musée national d'art moderne du Centre Pompidou donnera lieu à la fois à la projection de Une page folle, un grand classique du cinéma muet d'avant-garde, redécouvert depuis quelques années, et à une installation vidéo inédite qui prendra place dans la grotte des pins du château de Fontainebleau de 2 œuvres de l'artiste Toshio Matsumoto, récemment décédé, dont Mona Lisa, une vidéo de 1973, pensée comme un clin d'œil à l'œuvre de Léonard de Vinci, qui se trouvait à l'origine dans la demeure royale. À cette programmation filmique s'ajoutent également des conférences de la part de spécialistes qui aborderont des sujets divers, mais d'une actualité brûlante parfois, telles que la promotion à l'étranger du cinéma japonais d'un point de vue stratégique et géopolitique, ou encore la situation des artistes dans l'ère post-Fukushima. Enfin, notre invité d'honneur, le cinéaste Kiyoshi Kurosawa, comme il a été dit plus tôt, auteur d'une œuvre de référence, au rang desquelles figurent notamment Kairo et Vers l'autre rive, 2 films qui seront projetés, et qui donnera une masterclass le dernier jour du festival, le dimanche, et qui fera office de conférence de clôture de la section cinéma et du festival. Et je passe tout de suite la parole à ma collègue Susanna pour vous présenter les rencontres professionnelles et étudiantes, ainsi que le volet actualité du patrimoine. Merci beaucoup Florian, bonjour à tous et à tous. Je suis heureuse de vous présenter donc la programmation du festival qui se développe en dehors du thème et du pays invité. Comme il a été évoqué tout à l'heure par Vincent Droguet, cette année le festival s'enrichit d'un nouveau volet dédié aux rencontres professionnelles. Conçu en collaboration étroite avec les services des musées de France, que je remercie, ce nouveau volet a été conçu comme deux demi-journées de formation professionnelle qui se tiendront le 4, le vendredi après-midi et le samedi 5 au matin, qui sont accessibles sans inscription et qui se proposent vraiment de faire du Festival de Fontainebleau un lieu de création, de collaboration, de synergie parmi les différents métiers et les différents professionnels qui gravitent autour de cette discipline très riche qui est l'histoire de l'art. Cette année, il a été décidé de développer pour la première fois ces rencontres professionnelles autour de la thématique de la création des collaborations entre universités et musées. Une conférence d'ouverture posera les contours de ces questionnements et sera suivie par des ateliers, comme a été évoqué tout à l'heure, des ateliers dédiés à des problématiques spécifiques, comme la création d'un projet de restauration ou un projet d'exposition, ou alors la manière dans laquelle l'université et les musées peuvent interagir au moment où on redéploie les collections pour créer un nouveau parcours muséal. L'idée étant aussi de clôturer ces 2 demi-journées par un échange autour des résultats qui ont été obtenus pendant les ateliers et de présenter également les résultats des assises de l'histoire de l'art mobile qui avaient été organisées par l'Institut national de l'histoire de l'art.
Si on s'intéresse aux professionnels, ça ne veut aucunement dire qu'on oublie le grand public. Comme ça a été dit également, le grand public est vraiment au cœur, depuis la création du festival, de nos intentions. Le festival, c'est vraiment un lieu où tout un chacun peut découvrir la richesse de cette discipline qu'est l'histoire de l'art et peut-être comprendre qu'elle peut être un outil aussi pour décrypter des questionnements aussi du quotidien. C'est avec le volet donc dédié à l'actualité du patrimoine que nous proposons au public, en plus qu'avec le thème et le pays, de découvrir comment l'histoire de l'art fait partie de notre société. Une table ronde sera par exemple dédiée au questionnement du déboulonnage, enfin la question du déboulonnage des statues, un lien bien sûr avec l'actualité de l'année dernière. Et donc il s'agit de questionner quel est le rôle ou l'interprétation qu'on donne aux œuvres d'art quand elles font partie de l'espace public. Dans cette idée de toucher des thématiques communes, aussi une conférence sera dédiée à la restauration de la cathédrale de Notre-Dame. Le général Georgelin a accepté de venir nous présenter une sorte de point d'étape sur ces grands chantiers qui est en cours à la cathédrale suite à l'incendie de 2018. Et pour finir en beauté, les étudiants, bien sûr, sont un public qui nous tient très à cœur, comme il a été également évoqué en début de cette conférence de presse. Les étudiants que nous souhaitons valoriser, informer et aussi nous souhaitons répondre à leurs besoins. La valorisation passera par le fait que ce seront les étudiants mêmes qui prendront la parole pour présenter des projets qu'ils ont développés au cours de leurs études. Donc, présenter les compétences qu'ils ont pu acquérir ou qu'ils sont en train d'acquérir grâce à leur formation. Ils présenteront des projets qu'ils ont réalisés, des restaurations, d'expositions et aussi des projets de médiation. Dans l'idée de la valorisation, bien sûr, les concours ma thèse d'histoire de l'art et d'archéologie en 180 secondes, initié en 2016 au sein du festival, permet aux doctorants de présenter leurs recherches à un jury composé de professionnels. L'information passe par l'idée, comme le disait Vincent Droguet, de permettre aux étudiants de rencontrer leurs futurs collègues, de rencontrer les professionnels des musées, mais aussi du marché de l'art, des journalistes, etc. Cela se concrétise dans une série de tables rondes organisées par l'École du Louvre sous forme de carte blanche, où il sera question de traiter de thématiques actuelles, comme la fermeture ou réouverture des musées dans les contextes actuels, la situation du marché de l'art, ou encore l'importance du numérique, qui devient maintenant incontournable quand on essaye de s'adresser, enfin d'apporter le savoir sur les œuvres au grand public, notamment dans cette situation de fermeture de lieux culturels. Ces tables rondes touchent donc des thématiques d'actualité, mais en même temps sont vraiment l'occasion pour les étudiants de rencontrer aussi leurs futurs collègues. Et pour finir, donc répondre aux besoins, les chargés d'études et des recherches de l'INHA ont spécialement conçu des ateliers dédiés à la possibilité de valoriser de manière innovante sa recherche, ou encore la possibilité d'apprendre à gérer au mieux les possibilités ouvertes par les outils numériques. Je serai bien sûr heureuse de revenir sur ces volets s'il y aura des questions, et je laisse maintenant la parole à Marie-Christine Labourdette. Merci beaucoup, Susanna. Beaucoup de choses ont déjà été dites, donc je me concentrerai peut-être sur quelques éléments pour rappeler dans ce foisonnement les axes de la programmation du château, qui évidemment est pleinement associée et pleinement en harmonie avec l'ensemble du festival dont elle fait intimement partie. Donc tout d'abord, les services pédagogiques du château ont beaucoup travaillé pour à la fois vous présenter une exposition photographique qui s'appelle joliment « Caché derrière », pas uniquement derrière le masque, mais finalement derrière parfois les symboles, les statues. Et cette exposition de photos assez poétique a été réalisée aussi avec des enfants des écoles primaires, et vous pourrez en voir le résultat au château pendant le festival. Un spectacle de danse aussi avec la compagnie TAM se tiendra dans le magnifique écrin du jardin
jardin anglais, en espérant que le temps sera avec nous pour pouvoir déambuler et s'approprier des gestes à la fois individuels et collectifs autour de l'image et de la chorégraphie japonaise. Une résidence d'écrivains aussi, Parole d'arbre, l'histoire oubliée, avec l'écrivain Benoît Vincent, qui fera découvrir à des classes de collège l'arboretum du château et du domaine pour finalement voir comment les arbres parlent et écrivent. Et enfin, un concert, orchestre à l'école, qui aura lieu autour du thème du japonisme et d'une chanson traditionnelle de l'époque Edo, Sakura Sakura, qui donnera lieu le dimanche à une présentation dans la salle de bal du château avec le collège Blanche de Castille de la Chapelle-la-Reine. Donc évidemment, venez nombreux profiter de ces événements spécifiques. Tout au long du week-end aura lieu aussi une programmation culturelle de grande qualité et très active, vous permettant d'avoir des visites des différents espaces du château, où évidemment le plaisir était au cœur de la vie du château. C'était un château de plaisir de la vie, de la chair, des chasses. Et donc vous pourrez découvrir évidemment les meilleurs artistes de la Renaissance avec les espaces de Primatis, Rosso Fiorentino, Niccolò dell'Abate dans la salle de bal sur la porte dorée, et aussi une visite des jardins. On s'est rendu compte pendant la période du confinement à quel point finalement le grand public s'est réapproprié les jardins de Fontainebleau et que les visites des jardins sont devenues une pratique culturelle qui donne la possibilité aux gens de s'approprier finalement différemment de notre patrimoine. Ça sera peut-être un des beaux acquis de cette période de contrainte que de faire redécouvrir aussi les monuments, non seulement de l'intérieur, mais aussi d'une autre vision de cet extérieur magnifique qui est l'environnement dans lequel se situe le château et ses jardins. Les étudiants de l'école du Louvre, justement, pourront accompagner les visiteurs pour mettre en place et faire découvrir le plaisir sous toutes ses formes, à travers des conférences, hein, évidemment. Sur la réunion des musées nationaux, elle, proposera des mini-ateliers d'initiation à l'histoire de l'art, avec des voyages au pays de l'art en famille, des voyages en Grèce antique avec Ulysse, et des bavardages, du selfie au portrait. Un concert de trompe de chasse sera proposé dans la cour d'honneur du château. Et évidemment, comme cela a été rappelé par Verleux, il y aura cette magnifique exposition consacrée donc au cadeau de l'avant-dernier shogun à Napoléon III, qui sera présentée dans le cadre de l'exposition Art et diplomatie, exposition soutenue par la Fondation de France et la Fondation du Japon, que je remercie vivement. Des ateliers aussi jeunesse seront proposés autour du manga, autour des origamis. Et par ailleurs, nous proposerons aux professionnels, mais aussi au grand public qui y sera intéressé, la visite et la découverte du nouveau centre de ressources scientifiques du château, qui va ouvrir ses portes à ce moment-là, et qui mettra en valeur à la fois les ouvrages de la bibliothèque et des collections, soit les 9000 ouvrages du château, les dossiers d'œuvres, les fonds des bibliothèques patrimoniales exceptionnelles du château, ainsi que tous les fonds d'archives qui permettent de comprendre à quel point le château représente une synthèse, un palimpseste de l'ensemble de la grande architecture française. Et donc ce centre de ressources scientifiques qui va ouvrir sera aussi une des fêtes du Festival d'Histoire de l'Art, et on se réjouit de pouvoir le proposer aux festivaliers. L'École des Mines, puisque nous avons de nombreux partenaires pendant ce festival, l'École des Mines, elle, accueillera une exposition dans sa bibliothèque d'Edo Ameiji, qui présentera un rouleau manuscrit à peinture de 22 mètres de long, copie de la fin du 19e siècle d'un grand manuscrit des années 1820, qui est un des plus beaux de ce type, et qui sera donc rendu à la fois explicite et à l'admiration des personnes dans les espaces de l'École des Mines. Je voudrais terminer en remerciant l'ensemble de nos partenaires. En effet, le Festival d'Histoire de l'Art est ancré au château, et il est ancré donc au cœur d'un territoire, avec Fontainebleau Tourisme, qui est notre partenaire
un de nos partenaires les plus importants, nous avons pu développer, et aussi avec l'ensemble des autres collectivités sur lesquelles je reviendrai, des programmes, non seulement évidemment à Fontainebleau, mais aussi à Barbizon, à Villaines-sur-Seine, dans les galeries, pour des expositions, des concerts, des présentations. La galerie, par exemple, Angélus à Barbizon, présentera une exposition de Mikio Watanabe sur l'éphémère immortel, qui sera tout à fait passionnante, ainsi qu'au musée départemental Mallarmé. Donc le festival n'existe que parce qu'il bénéficie aussi de soutien. Donc en plus de Fontainebleau Touristes que j'ai déjà cité, je voudrais remercier évidemment la région Île-de-France qui nous soutient depuis le début, le conseil départemental de Seine-et-Marne qui est un partenaire essentiel, la Fondation Culture et Diversité, la Caisse d'épargne Île-de-France, Redex pour les médiations en histoire de l'art, la Chambre de commerce d'industrie de Seine-et-Marne, évidemment la ville de Fontainebleau qui nous accueille non seulement dans son théâtre municipal, dans l'atelier de la Charité royale, dans l'auditorium du conservatoire municipal, mais je dirais dans tous les espaces publics de cette magnifique ville, l'école des mines, donc qui est un partenaire important et qui nous accueille, le cinéma Hermitage qui nous accompagnera pour cette programmation tout à fait remarquable, Seine-et-Marne Attractivité, ainsi que la maison de vente Osna. Pour accéder au festival, il faut aussi prendre le train, un petit peu de bus, mais les navettes entre le château et la gare se passent bien. Donc je voudrais remercier Transdev, la communauté d'agglomération du pays de Fontainebleau qui permettra d'avoir un affichage qui célébrera le plaisir et le Japon, ainsi que le domaine départemental de la Vallée aux Loups, la galerie Philippe Gravier, le HESS, les Amis du Château et l'hôtel Ibis du château de Fontainebleau, ainsi que l'hôtel de la demeure du Parc. Bref, vous voyez, c'est donc une série importante de bonnes fées et de mages qui se sont appesantis et autour du berceau du festival cette année. Nous espérons que vous pourrez bénéficier comme nous à la fois du plaisir et du Japon. En tous les cas, nous ferons en sorte que l'ensemble des mesures sanitaires qui soient prises soient respectées et de qualité pour que vous puissiez savourer autant que nous la joie de nous retrouver à Fontainebleau en juin prochain. S'il n'y a pas de questions, je me permets de conclure cette conférence de presse en remerciant de nouveau toutes et tous, en disant que nous sommes très impatients de vous accueillir à Fontainebleau pendant ces 3 jours du mois de juin pour un festival le plus heureux qui soit, à la fois dans les jardins, dans le château, dans l'ensemble de la ville de Fontainebleau, avec de nombreux partenaires. Et à votre attention, je signale que le communiqué de presse, que le dossier de presse, du festival sera disponible dès cet après-midi sur le site de l'INHA, sur les pages dédiées au festival et à la presse, et je pense aussi sur le site de l'établissement public du château de Fontainebleau. Merci à toutes et à tous.